Alors, suite de cette hackathon Web TV, avec cette 13e et avant-dernière table ronde qui sera consacrée à un sujet éminemment central, comment le numérique peut être un booster de développement économique. Et pour en débattre et traiter de ce sujet autour de cette table, Frédéric Schnur, qui est le président de l'association Grand Est Numérique. Bonsoir. Grand Est Numérique, en deux mots. Grand Est Numérique, c'est la fédération des acteurs du numérique à l'échelle du Grand Est, avec un axe fort sur le sillon lorrain. C'est un accompagnateur pour les porteurs de projets afin d'essayer de favoriser la génération de business et de montrer l'existence de cet écosystème et sa dynamique au niveau du Grand Est. Vous préparez le terrain pour les jeunes pousses? On prépare le terrain, ou en tout cas on essaie de les accompagner et de leur donner de la visibilité pour que chacun puisse savoir que sur ce territoire il y a du monde. Olivier Nouveau, vous êtes le président de l'association Nancy Numérique. Oui, bonsoir. Nancy Numérique, c'est donc une association qui a pour vocation, évidemment, je suppose, à développer le numérique. ou le digital, si on veut aussi. Ouais. Donc c'est une association qui a 10 ans d'existence, donc qui est implantée à Nancy. Nous sommes le cluster des intelligences digitales. Pourquoi ce mot? Parce qu'on voit quand il y a une évolution sociétale des métiers, du travail dans les entreprises, et nous réfléchissons comment, après les incubateurs et les accélérateurs, nous suivons ces jeunes entrepreneurs ou les entrepreneurs existants qui travaillent avec les outils du numérique au sein des entreprises. Donc vous prenez un peu le relais de ceux qui incubent, vous suivez un peu plus sur le long terme les projets, c'est ça? Oui, parce que du digital, nous en faisons depuis longtemps. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans ce domaine-là, donc qui a créé, je pense qu'on le verra après, de nouveaux métiers que je pourrais vous présenter. Donc c'est aussi une valeur de création de travail, de métiers, des nouveaux métiers qui n'existent même pas encore à Pôle emploi, puisque aussi ils réfléchissent aussi à cette évolution du travail. Et je pense que c'est intéressant que des entreprises au sein d'un cluster puissent réfléchir quels sont nos besoins et répondre au mieux avec les écoles qui sont membres aussi de notre cluster, puisque nous avons 90 membres, des grands comptes, des PME et des PME, et des universités, des étudiants et des salariés. Merci Olivier. Philippe Hainaut, donc qui est responsable à Lorentech Quesaco. Bonjour. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi encore. Lorentech, c'est le projet du sillon lorrain. Je rappelle que le sillon lorrain, c'est un pôle métropolitain qui regroupe les agglomérations de Nancy-Metz, Thionville et Épinal. Donc, qui est porteur de ce dossier, qui était une réponse à l'appel à projet French Tech. C'est un dossier qui a été labellisé, ce qui nous place dans le club très fermé des 13 métropoles labellisées, avec Lyon, Lille, Montpellier, Rennes, Nantes. Voilà, et c'est une façon de reconnaître la maturité de notre écosystème en matière de numérique. Et c'est aussi une façon de braquer les projecteurs sur la Lorraine, qui peut en avoir grandement besoin. Alors, la particularité de Lorentech, c'est qu'elle a, comme on dit, 4 totems qui sont implantés donc, dans les 4 villes que vous avez citées, d'Épinal jusqu'à Thionville en passant par Nancy et Metz, et dans chacune de ces grandes villes, des implantations où on y accueille des entreprises du numérique, c'est ça? Voilà, un bâtiment totem, c'est avant tout pour rendre visible et lisible le développement d'économie numérique. Donc on accueille des entreprises, des start-up, des associations du numérique. On accueille un certain nombre d'acteurs émergents. Voilà, et l'idée, c'est de faire travailler ensemble l'ensemble de toutes les entreprises lorraines qui sont dans le domaine du numérique ou pas d'ailleurs, de façon à concourir à la création de valeur dans ce secteur d'activité. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les entreprises du numérique, par essence, elles pourraient pas avoir besoin de se voir physiquement pour travailler, mais malgré tout, il y a besoin d'un lieu d'échange qui n'est pas pour le coup virtuel. Alors c'est intéressant parce qu'un jour on m'a fait la remarque en disant effectivement le numérique c'est plutôt des geeks qui mangent des pizzas dans la cave, mais là on parle, au-delà de parler du numérique, on parle d'entrepreneurs, de créateurs d'entreprises. Et ces créateurs d'entreprises, ils ont besoin d'une socialisation pour être au contact de leurs homologues, de leurs clients, de leurs fournisseurs, et de créer comme ça en proximité un réseau d'acteurs qui est tout à fait favorable au développement de leur business. Donc ça, je vous pose la question aussi aux autres intervenants. C'est intéressant de se dire, en fait, c'est une des conclusions de cette journée, c'est de se dire qu'au fond, dans les différents projets qui sont souvent novateurs, on ne sait pas forcément s'il va marcher ou il va atterrir. Donc on a
vraiment besoin de pas être seul, quoi. C'est vraiment ça. S'il y a une des conclusions qu'on pourrait tirer de ces journées, c'est celle-là, non? Il n'y a rien de neuf sous le soleil. J'aurais tendance à dire, quel que soit le projet qu'on puisse porter, on ne sait jamais vraiment s'il va arriver à son terme ou s'il va avoir du succès. Une chose est sûre, c'est que générer les meilleures conditions pour que ces projets émergent et soient en phase d'accélération et puissent se nourrir de cette ébullition qu'on trouve justement dans les bâtiments totems, est un bon moyen pour que ces projets bénéficient de ce qu'il faut pour pouvoir justement accélérer et passer le cap et puis réussir. C'est parce que c'est l'objectif de chaque entrepreneur. Parce que dans l'ancienne économie, on avait tendance à dire, si j'ai une bonne idée, oh là là, je me terre dans ma cave, peut-être éventuellement avec des pizzas ou pas, et puis je la garde pour moi, pour pas de peur qu'on me la pique quand même, non? Alors ça c'était dans l'ancienne économie. Ça c'était avant. C'était avant. Il y a certains qui gardent leur idée et il faut qu'ils la gardent d'ailleurs. Il vaut mieux. Mais on est là vraiment dans le co. Vous savez, le co-working, le co-branding, tout ce que vous voulez. Et c'est cette logique de toile et de mise en réseau qui fait aussi qu'à un moment ou un autre, le projet peut basculer parce qu'il se nourrit de l'expérience, des compétences, des idées des autres et que c'est ensemble que ça pousse. C'est un univers entrepreneurial qui est capable de se recomposer sur lui-même plusieurs fois pour produire quelque chose de toujours plus efficace. Avec la possibilité de l'échec, ce qui est quand même... quelque chose qui n'est pas forcément naturel dans notre pays. La culture de l'échec n'est pas très forte. Alors, notre quatrième intervenant, c'est François Deutscher de La Poste. Alors, vous avez un métier particulier à La Poste. Oui, expliquez-nous ça. Effectivement, je vais prendre une définition un peu moins académique de ce qu'est la supply chain. La supply chain, en fait, c'est rendre possible la rencontre entre deux désirs. Le désir du client qui souhaite acheter un bien, un service, le désir du commerçant qui souhaite vendre son produit ou son service. Et entre ces deux désirs, il faut créer une chaîne. C'est un beau métier que de travailler sur le désir. Tout à fait. C'est rendre possible, oui, tout à fait, une chaîne numérique. Et cette chaîne numérique, c'est une succession d'événements. Et notre métier, c'est gérer cette chaîne d'événements pour faire que ces deux désirs se rencontrent et génèrent la satisfaction mutuelle. Donc concrètement dans votre métier, c'est de la mise en relation de compétences, d'accompagnement de projets Oui, mais c'est également garantir l'intégrité des données. Parce que la chaîne numérique, c'est aussi garantir l'intégrité, c'est garantir la relation de confiance. Parce que la chaîne numérique repose sur une relation de confiance entre les deux éléments. Et là, La Poste a un savoir-faire différenciant dans ce domaine-là, puisque la confiance est un élément fort qui nous différencie et sur lequel nous souhaitons capitaliser pour justement développer de nouvelles activités. Et les services que vous proposez sont ouverts à tout le monde, je suppose? Oui, justement, c'est une de nos signatures. Nous sommes un opérateur universel du monde physique, mais également du monde numérique, tant pour les particuliers, pour les professionnels, pour les entreprises, mais aussi pour les services de l'État. Et éventuellement, vous les dirigez vers les services de la banque, postale pour financer les... bien sûr. Donc vous travaillez en synergie. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est en quoi et comment le numérique peut-il être un booster de développement économique, puisqu'il s'agit de la question de cette table ronde. Frédéric, comment le numérique fait qu'aujourd'hui ça crée de la valeur, de la richesse et non pas être un élément destructeur? Alors déjà, ça date pas d'aujourd'hui. C'est surtout qu'en ce moment, on se rend compte à quel point les possibilités techniques et l'ouverture fait que c'est plus accessible à tout le monde. Alors qu'avant, c'était accessible à ceux qui avaient des gros budgets. Donc ça, c'est une première chose. En termes de booster d'économie, on se rend compte déjà de la transversalité. La supply chain en fait partie, c'est-à-dire qu'on va relier d'un bout à l'autre à l'intérieur même d'une entreprise ou à l'intérieur même d'un processus complet avec une donnée qui est unique, mais qui va suivre différents processus, qui va être utilisé, réutilisé, etc. C'est-à-dire qu'on va gagner du temps, on va gagner probablement aussi en qualité, puisque l'information n'a pas à être ressaisie, par exemple, et on va gagner en utilisation des forces vives de l'entreprise. C'est-à-dire que lorsqu'on place les ressources de l'entreprise, des personnes en train de faire des choses redondantes qu'une machine peut faire, forcément, elles ne sont pas nécessairement placées là où elles ajoutent de la valeur. Et en fait, tout ce qui n'ajoute pas nécessairement de valeur à titre humain est porté sur les processus numériques, ce qui fait que l'humain, lui, il est utilisé sur d'autres types de compétences où là, c'est l'humain qui est meilleur. Donc déjà, rien que l'utilisation même du numérique. Une simplification, on va dire, de la chaîne de production et des
services. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, c'est l'ouverture de nouvelles possibilités à la fois de communiquer, de proposer des services, nouveaux produits, nouvelles possibilités de travailler avec ses fournisseurs, avec ses clients, avec ses partenaires, et tout ça, clients, fournisseurs et partenaires, y compris internes à l'entreprise, de manière à améliorer la façon de bosser au quotidien. François Deutscher, donc vous qui voyez passer énormément de projets, je suppose, est-ce que le numérique est uniquement un moyen de communication, en fait, qui permet de toucher plus facilement ses clients, d'accéder à des clients, enfin, à des services de manière plus facile? Est-ce que on pourrait le résumer, ou c'est que ça, ou ça va bien plus loin que ça? C'est effectivement ça, mais c'est également un moyen de proposer de nouvelles offres, de développer notre activité, nos chiffres d'affaires. Je vais illustrer ça par un exemple très concret de ce que nous n'aurions pas pu faire avec le numérique. Lorsque vous commandez par exemple sur Internet une paire de chaussures, vous évitez entre deux pointures. Vous choisissez la bonne pointure et la paire de chaussures qui reste, il y a toujours un irritant de savoir qu'est-ce que vous en faites. Qu'est-ce que vous en faites? Il faut retourner au bureau de poste pour l'expédier. Vous n'avez pas forcément le temps là-dessus. L'innovation là-dessus que nous allons lancer, donc il y a maintenant quelques semaines de ça, c'est de pouvoir expédier depuis son domicile sa boîte de chaussures, son retour, tous les soirs jusqu'à 23h. Donc ce soir, si vous avez un envoi à faire, vous pouvez éditer votre propre étiquette, expédier votre colis. À partir du moment où vous mettez votre colis dans votre boîte aux lettres demain matin à 8h. Le facteur va passer demain, donc collecter ce colis vous évitera de passer au bureau de poste. Et ça, en plus, à un prix compétitif, ça va même vous coûter un peu moins cher que d'aller au bureau de poste. Donc ça, c'est un exemple. Mais ça, c'est très bien, ça. Pourquoi on ne l'a pas fait avant? Justement parce que... Il n'y avait pas le numérique. Exactement, parce que maintenant le numérique nous permet justement de communiquer cette information au facteur qui va prendre son service le matin à 6h. Demain matin, le facteur sera à 6h sur son smartphone, parce que ça c'est une autre innovation également importante que nous avons faite. Facteur qui circulera en véhicule électrique ou en vélo électrique. Exactement, ou en vélo électrique, ou en tricycle électrique, puisque nous avons toute la gamme là-dessus. Et donc le numérique rend possible justement des nouvelles prestations qui sont marchandes et qui nous permettent justement de trouver des relais de croissance et qui nous permettent justement de rendre possible ces nouvelles relations qui ne pouvaient pas être envisagées donc sans ce numérique, sans justement cet espace-temps qui échange, parce que c'est une dimension forte donc du numérique, la contraction de l'espace-temps. Olivier Nouveau, donc vous aussi, vous avez accompagné un certain nombre de projets, et si on essaie de rentrer dans des cas concrets ou des exemples, quels sont les projets marquants que vous avez, sur lesquels vous avez pu intervenir et qui ont été des boosters de développement? Je pense que c'est que par rapport à ce qui était dit, c'est la transformation des usages. Je pense que c'est très important ce qui vient d'être dit par la Poste, c'est qu'aujourd'hui la Poste est confrontée à une transformation globale digitale, puisque les usages de nous tous autour de cette table et dans Oser l'économie de demain, on a tous des smartphones, tout accès à Internet, et cette transformation-là, et ces usages-là, et cette utilité qui est décrite au jour d'aujourd'hui, nous avons un temps qui est précieux, et la Poste se positionne en tant qu'aide à ce temps que nous n'avons plus pour nous aider dans notre vie quotidienne. Donc je pense que déjà l'importance vient de cette notion même d'usage et de comment on aide cette transformation. Alors différents cas peuvent être pris, et comme exemple la Poste peut en être un, on peut en avoir d'autres dans d'autres secteurs d'activité, mais je pense que c'est vraiment cette réflexion-là qu'il faut avoir. C'est au jour d'aujourd'hui, si le digital est un booster d'économie, c'est qu'aussi ça bouge les lignes. Uber en est un cas, mais il y en a d'autres qui seulement sont rentrés dans des philosophies différentes, mais qui sont dues aussi aux jeunes générations, j'aime pas du tout ce terme-là, mais d'une autre manière qu'eux ont un rapport au numérique qui, déjà moi, qui ai 40 ans, je suis déjà trop vieux par rapport à mes équipes que je manage. Non, si, qui ont une autre manière d'utiliser, et donc c'est ça, je pense, qui est très important. Au jour d'aujourd'hui, on est là autour d'une table, c'est parce que aussi il y a ce besoin, et je voudrais rebondir sur ce qui était dit, de rencontres aussi. Et le postier, qui est physique aussi, qui est un être humain, a aussi ce rapport-là. Donc il y a vraiment une jonction au jour d'aujourd'hui dans notre industrie, peut-être même on peut parler d'hyper-industrialisation, puisqu'on va avoir besoin de services
service, mais aussi un rapport d'humanisme. Et donc, c'est très important de jongler. Et le digital reste qu'en fait qu'un outil, mais aussi dans les usages et dans une modification de notre société et de pratique de la vie au quotidien. François, vous vouliez réagir? Oui, tout à fait. Ça me fait plaisir de compléter là-dessus. Notre président a une très belle image là-dessus. Sa vision, c'est que le facteur sera un facteur humain demain, dans les deux sens du terme. Ouais, effectivement, c'est très beau jolie formule, ouais. comme formule. C'est un Mosellan en plus. Notre président, Philippe Val. Donc un Lorrain de cœur comme moi-même, et donc ce facteur humain, justement, le numérique va lui permettre de gagner du temps pour enrichir cette relation humaine. Donc on partage complètement cet élément-là. Le numérique qui libère l'homme, Philippe, d'accord? Oui, tout à fait. Je voudrais juste revenir sur la double dimension en fait du numérique en tant que booster de développement, parce que je pense qu'il y a deux façons de voir le numérique comme un booster de développement. On va dire, il y a d'un côté une transformation, enfin un côté endogène, de l'autre côté un côté exogène. Le numérique, il va générer un certain nombre d'acteurs nouveaux, les nouveaux entrants, qui vont désintermédier la chaîne de la valeur et qui vont apporter des nouveaux services avec des nouveaux métiers. Voilà. Mais ça, c'est le développement des startups, c'est le développement des services mobiles, des applications, etc. Mais à côté de ça, évidemment, ça va faire réagir les acteurs de l'économie traditionnelle, et ces acteurs de l'économie traditionnelle vont elles-mêmes se mettre en mouvement pour réaliser leur transition numérique, parce qu'évidemment, ils vont essayer de reprendre des parts de marché sur celles qu'ils ont perdues au travers d'acteurs qui ont désintermédié la chaîne de la valeur. C'est très important d'avoir ce double phénomène, d'un côté la création de start-up, de l'autre la transition numérique des grandes entreprises et des administrations, parce que c'est tout ça qui concourt au développement de l'économie numérique. Alors pour les entreprises de l'ancienne économie, aujourd'hui, un certain nombre d'entre elles ont des difficultés à appréhender, parce que dans un certain nombre de cas, ça bouleverse tout leur schéma, ça bouleverse un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui fait qu'il pourrait y avoir une recette, se dire, voilà, quelle est la bonne façon, moi je suis un acteur de l'ancienne économie et je voudrais aller dans la nouvelle, quelles sont les bonnes questions à se poser et peut-être les erreurs à ne pas faire? Alors, moi je vais vous raconter une anecdote qui date de la fin des années 90. J'avais monté une start-up. Donc ça fait des siècles dans notre univers. J'avais monté une start-up en 99 et je travaillais notamment avec des majors de la musique. Et c'était la grande époque, notamment de Napster. Et je discutais avec Universal, et les gens d'Universal, ils regardaient de très très haut la dématérialisation de la musique. On a vu ce qui s'est passé 15 ans après. C'est quoi l'erreur qu'ils ont faite? L'erreur qu'ils ont faite, c'est d'absolument anticiper rien du tout, de considérer que la réglementation et le droit étaient pour eux. Or, le numérique, il a une fonction disruptive fondamentale, qui est de dire que même si je ne suis pas en conformité avec la réglementation, je suis en capacité de la faire évoluer. Ce qui veut dire que les grandes sociétés qui sont en pleine transition numérique, celles qui réussiront leur transition numérique, ce seront celles qui anticiperont, qui seront capables d'analyser les tendances et qui iront s'entourer des compétences, si elles ne sont pas capables de les développer en interne, d'un écosystème de start-up autour d'elles pour réaliser leur transition numérique. Je crois que La Poste est un bon exemple de transition numérique réussie. Frédéric, donc le numérique qui fait également éclater les règles, les âges, les us et les coutumes, et également la réglementation, d'accord? Oui et non. Je vais vous donner un autre exemple. Kodak. Kodak qui dépose le brevet de la prise de vue numérique, qui n'y croit pas. Et ça lui pète au visage. Et puis, quelques années plus tard, toute l'économie qui s'était greffée autour, que sont les gens qui font le développement, qui vendent la péloche, etc. Le train est parti sans eux. Voilà, alors que c'est eux qui, à l'origine, avaient imaginé la chose. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est caractéristique. En réalité, de mon point de vue, il n'y a pas une vieille économie et une nouvelle économie. Il y a une économie, d'accord, et il y a des nouveautés, des nouveaux outils, des nouveaux moyens de faire des choses qui permettent d'être plus contemporain dans son approche, qui permettent d'avoir une innovation, qui permettent d'avoir une image. Ça travaille sur énormément de choses. Si vous voulez un exemple concret, et qui parle de booster l'économie d'ailleurs, c'est que
Auparavant, dans les TPI, donc ou dans les PMI, c'est-à-dire les petites industries, on avait besoin d'imaginer, mais on était très souvent tributaire des demandes d'un grand donneur d'ordre. Aujourd'hui, grâce par exemple au prototypage rapide, c'est-à-dire l'imprimante 3D pour vraiment le symboliser de la sorte, on peut, dans une PMI, aller travailler très vite, à peu de coûts, pour tester des éléments, pour tester des objets, pour tester des modèles, pour aller les proposer à des grands acteurs, à des grands donneurs d'ordre, ou les mettre sur le marché tout court, à moindre frais, donc c'est ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant, tester énormément de choses et déposer des brevets qui sont détenus par l'entreprise, qui du coup, comme dans toutes les économies d'avant, ça représentait exactement la même chose. On déposait aussi un brevet. Par contre, booster d'économie, c'est que maintenant, le niveau pour accéder à cette innovation-là descend, je dirais pas au tout venant, mais quasiment. Et ça, c'est quelque chose qui était juste en différence par rapport à l'ancienne économie, par rapport à la nouvelle. Mais si on reprend cet exemple de l'ancienne économie, vous parliez de Kodak, mais prenons l'exemple de la musique, puisque Philippe, vous l'évoquiez. On va dire, autrefois, on avait le vinyle, après on a eu le CD. Donc pour lire les CD, il fallait effectivement enregistrer. Donc il y avait cette fonction des ingénieurs du son, le studio. Ensuite, il y avait l'entreprise qui dupliquait les galettes. Ensuite, il y avait l'entreprise qui les distribuait. Après, il y avait le disquaire. Ensuite, il y avait le marchand de lecteurs de CD. Donc, il y avait toute une chaîne comme ça. Là, aujourd'hui, avec le numérique, de cette multiplicité d'acteurs, sa réduction est quasi constante, quoi. Donc forcément, il y a moins peut-être de travail, moins d'emplois. Et est-ce qu'on peut escompter que ça sera compensé et si oui, sous quelle forme? Mais de toute façon, c'est déjà. Les emplois se créent, sauf qu'on n'en parle pas. On ne le dit pas, les emplois qui sont créés par les entreprises. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes là pour le dire. Moi, je suis aussi directeur d'une entreprise qui s'appelle Razorfish, mais d'autres membres de Nancy Numérique aussi créent des nouveaux emplois et de nouveaux types d'emplois. Au jour d'aujourd'hui, l'UX designer n'existait pas. Un ergonome n'existait pas. Nous, il y a 4 ans, nous ne recrutions pas de ce type de profil qui sort de l'Université de Lorraine, qui réfléchissent les parcours utilisateurs. Aujourd'hui, une personne qui fait de l'analyse sur, par exemple, Google Analytics ou SEO ou SEM, ça n'existait pas. Tout type de développement, open source ou non open source, ce sont des métiers qui sont créés, qui sont importants. Des chefs de projet spécialisés. Aujourd'hui, un chef de projet digital, ce n'est pas un chef de projet traditionnel, il doit avoir des compétences. Un rédacteur, écrire pour Internet, ce n'est pas écrire pour la presse papier. Un community manager, ça n'existait pas. Donc il y a vraiment aussi un volant d'activité, et nous on le voit bien dans notre secteur d'activité, c'est qu'on crée aussi des emplois, et ça aussi, je tiens à le dire, il faut en parler aussi. Il n'y a pas non plus une partie négative de suppression d'emplois. Certes, elle existe, mais en même temps, dans les différentes révolutions, si on prend le cas de la révolution industrielle, on peut voir historiquement qu'il y a eu des suppressions d'emplois et de la création de la valeur. Donc je pense que c'est aussi important que toutes les formations existantes sur notre territoire alimentent les entreprises de la grande région et permettent aussi de créer de la valeur et aussi booster de développement. Frédéric, d'accord, donc des nouveaux métiers, mais... Des nouveaux métiers, des anciens métiers. Je vais prendre un acteur très connu, c'est Amazon. Dans les entrepôts d'Amazon, dans le monde entier, c'est des milliers d'emplois. Alors, il y a des choses qui se disent et qui circulent, mais malgré tout, c'est des emplois de logisticiens. Ces emplois, ils seront créés pourquoi? Parce que c'est une plateforme qui permet la rencontre de l'offre et de la demande. La seule différence, c'est l'échelle. Et c'est souvent, d'ailleurs, si on veut opposer métier traditionnel avec les soi-disant nouveaux métiers, en réalité, n'importe quel commerçant qui se plaint aujourd'hui de la culture, non pas de la culture, de la concurrence, pardon, du e-commerce sur son petit commerce local, il est tout à fait susceptible de mettre une partie de ses articles en ligne et de les envoyer via Amazon, qui elle-même a besoin d'emplois de logisticiens, mais aussi d'emplois d'informaticiens, mais aussi d'emplois... D'accord, on peut les stocker chez eux ou les envoyer directement. Donc en réalité, cette opposition, c'est pas qu'elle existe, c'est qu'on a un monde qui évolue, il y a des nouveaux outils, des nouvelles pratiques, il y a effectivement des dizaines de nouveaux métiers qui se créent, pendant qu'il y a des métiers qui sont peut-être à moins haute valeur ajoutée, qui eux disparaissent. Mais c'est pas la nouvelle économie qui a fait partir les industries du côté d'abord des pays de l'Est, et maintenant eux-mêmes se plaignent parce que ça part sur le Bangladesh, etc., parce que c'est moins cher. C'est pas la nouvelle économie qui a fait ça, c'est la réalité d'un marché qui se crée, et là-dessus, le numérique arrive, grandit, pousse, offre de nouvelles possibilités, et des nouveaux métiers se créent. C'est pas faux. Et il faut faire attention aussi de ce qui est dit, c'est que les pays émergents comme l'Inde ou la Chine ont des valeurs ajoutées de compétences qui sont assez impressionnantes dues au nombre de personnes. Enfin, il faut arrêter aussi de se voiler la face. Ils sont très compétitifs sur notre savoir-faire au niveau du digital. Nous, on a des équipes en Inde qui sont 4000 personnes et qui sont des compétences et de savoir-faire comme vous et moi et qui vivent comme vous et moi. Donc on a bien une évolution globale de la réflexion, et nous, notre avantage en France et en Lorraine, c'est justement cette expertise
expertise de service, d'analyse de la matière grise, qui va réfléchir aux nouveaux usages et qu'est-ce qu'aura besoin le consommateur et nos clients qui vont permettre ce changement. Et ça, c'est aussi très important de le mettre, puisqu'un ergonome ou un ethnographe digital n'existait pas. Donc on va accompagner ces réflexions et on va optimiser. Et ça, c'est très important de le souligner. Philippe, vous vouliez intervenir ? Non ? Oui, je voulais simplement mettre en avant un secteur de l'économie qui est quand même extrêmement boosté par le numérique. C'est tout ce qui tourne autour de l'économie sociale et solidaire, parce que le numérique, il permet d'avoir finalement une zone de chalandise qui est bien plus large que celle qu'on peut imaginer. Et je pense que c'est important. Aujourd'hui, une grande part de l'économie française, elle repose sur l'économie sociale et solidaire. C'est d'ailleurs un modèle qui est largement vanté, notamment par les États-Unis. Et je crois qu'on voit énormément de projets de type économie sociale et solidaire se développer dans l'Internet et dans le numérique, parce que justement, c'est un outil qui va permettre de mettre en relation des demandes et des offres de façon relativement simple. Et je crois que c'est aussi une responsabilité sociétale de pouvoir utiliser l'ensemble des compétences et des ressources d'un pays. Pour peu que tout le monde puisse y accéder à l'Internet et avoir les pratiques qui vont bien, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. On parle souvent de fracture numérique, il ne faut pas oublier ceux qui sont toujours un petit peu les plus fragiles et qui n'ont pas accès à ces outils-là. Donc en conclusion, la question qui nous a été posée, le numérique, booster de développement, on fait un petit tour de table rapide. Affirmatif. Forcément, je ne vais pas dire le contraire, mais c'est une réalité et on peut le constater tous les jours. Oui, qui contribue en fait avec ce qui vient d'être dit, qu'un acteur numérique doit être local et même dans le projet Lorentech, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que le projet Lorentech va mettre à disposition aux entrepreneurs un point pour se poser, pour échanger, pour prendre un café, pour avoir une connexion, pour créer du réseau, pour créer de la valeur entre les différents villes, mais qui va au-delà de la région, puisque du coup va pouvoir être d'une manière territoriale française. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc c'est une valeur. De l'échange et pas que de la valeur monétaire, absolument, et de la capitalisation. Philippe. Ouais, moi, je voulais rajouter un mot sur l'emploi, parce qu'évidemment, le numérique, c'est un booster de développement, mais c'est un booster de développement, il est ni lorrain ni français, il est mondial. Donc à nous de faire en sorte, et tous les acteurs qui sont autour de la table, Grand Est numérique, Nancy numérique et plus largement tout l'écosystème Lorentech, ça fait en sorte que le territoire il a une valeur ajoutée, il a une attractivité. Il faut quand même mieux que les emplois ils se créent chez nous. François Deutscher, votre conclusion? Oui, pour nous, pour la Poste, booster économique, c'est clair. C'est clair. C'est également un très beau projet d'entreprise, de transformation culturelle, qui nous permet d'embarquer les postés dans cette aventure, également de leur donner un avenir qui est aussi entaché par la baisse historique des volumes du courrier. Bon, pour nous, le numérique, c'est véritablement notre manière de les embarquer dans l'avenir de demain, dans ce facteur humain qui sera qui assurera la proximité donc, entre les Français. Donc peut-être moins de courrier, mais plus de colis. Exactement, plus de colis, plus d'intermédiation, même de tiers de confiance dans les échanges numériques pour que nous puissions également donc, envoyer des informations pour lesquelles nous sommes bien sûr rassurés sur leur destination. Et la qualité du service. Messieurs, je vous remercie de ces débats et de ces échanges qui étaient très intéressants. Prochaine table ronde, on parlera de l'entrepreneuriat social et c'est Virginie Bernard qui assurera cette ultime 14e table ronde. Merci beaucoup.